Bonjour à tous, le vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est nous, les magnifiques stagiaires de No Life. Et aujourd'hui, au sommaire, il y aura les sorties animé manga, Temps perdu, The Place to Be, et enfin, les oubliés de la Playhistoire. mais tout de suite, Les news. Mojo Loco est un free-to-play qui se joue via son navigateur développé par le studio français Orient et édité par Ubisoft. Vous choisirez d'abord votre propre loco, une des créatures au design pop du jeu, parmi un des 5 de base proposés, pour ensuite collecter le plus de mojo possible, l'énergie vitale de ce monde. Celui-ci permettra d'améliorer votre classement et de développer vos compétences avant de fusionner vos créatures entre elles pour personnaliser votre équipe. Déplacements au tour par tour et affrontements en multi, vous pourrez jouer jusqu'à 10 joueurs sur une même carte. Pour ceux qui souhaitent s'y essayer, il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site du jeu pour pouvoir s'y lancer de suite. Garfield est un chat paresseux né sous la plume du dessinateur Jim Davis en 1978 sous la forme de comic strips. Depuis, le félin a connu la gloire et s'est fait adapter de toutes les manières possibles et imaginables pour le meilleur et pour le pire, dont des films hollywoodiens que certains ont peut-être subis à cause de leurs enfants, petits frères, petites sœurs. Oups, pardon de réveiller un souvenir douloureux. Et donc, pour ce personnage fondamentalement paresseux, le studio Vetasoft a décidé de le mettre en scène dans un jeu de type Endless Runner pour tablette et smartphone. Le tout étant justifié par le fait que Garfield, à l'instar du professeur Xavier, peut dans ses rêves avoir des capacités inouïes, comme devenir un athlète qui peut sauter plusieurs étages d'un coup sans problème. Reprenant l'esthétique de la série animée 3D Garfield & Co, ce petit jeu reste tout ce qu'il y a de plus classique et ne révolutionnera probablement pas le genre. Le jeu devrait être disponible sur Android et iOS au moment où vous entendrez cette news, vous pourrez donc vous faire un avis sur pièce. Après Tekken et son jeu de cartes virtuelles, Namco Bandai s'essaye au free-to-play avec une autre licence, mais pas forcément celle à laquelle on s'attendait. Il s'agit de Ridge Racer, qui revient pour un épisode gratuit donc, Driftopia, disponible courant 2013 sur PC et PS3. Peu d'informations sur ce titre, si ce n'est qu'il est confié une fois de plus au studio finlandais Bugbear, qui s'était occupé du précédent titre de la série, Ridge Racer Unbounded, sorti en avril 2012, il y a tout juste un an. Si le cœur vous en dit, la critique est toujours disponible sur No Life Online. Pas de détails non plus sur d'éventuels achats in-game, mais au vu de quelques images du trailer, on peut apercevoir une boutique pour se procurer d'autres bolides, packs de boost ou réparations diverses. Et il y a fort à parier que tout cela ne sera pas gratuit. Des fois, la vie est dure. Des fois, la vie est injuste. Et il se trouve que le film hollywoodien des Schtroumpfs a assez bien marché pour qu'on nous inflige un deuxième volet le 31 juillet prochain. Dans les Schtroumpfs 2, Gargamel créera des Schtroumpfs maléfiques, des canailles. Mais attention, ces méchants Schtroumpfs-là sont gris, pas noirs, oula, malheureux, non, faudrait pas voir à abuser. On ose imaginer ce que fait Peyo dans sa tombe. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Sony Pictures Animation 3D, Columbia Pictures et Ubisoft ont joint leurs forces pour sortir sur de nombreuses plateformes le jeu vidéo adapté du film. Et la direction artistique est, comment dire, dans la droite lignée du film, oui, voilà, une adaptation très fidèle. On vous laisse apprécier. Et Schtroumpfé de nouveaux mondes. Ne vous en faites pas, c'est bientôt fini. Et Schtroumpfé. Voilà, désolé, mais le monde devait savoir. Et puis, peut-être que ce sera bien, hein. Peut-être. Vous avez tout Schtroumpfé? Alors, moi c'est Maxime, stagiaire montage à No Life depuis un mois. C'est mon dernier jour. J'ai principalement monté des critiques, des news, des bandes annonces. Petite anecdote marrante, je ne sais pas. On boit beaucoup de café. On a essayé à peu près toutes les couleurs de La bande d'arcade. La borne d'arcade qu'on n'a pas mal usée, bonne ambiance, voilà, enfin super quoi. Donc je conseille à tout le monde qui peut avoir la chance de venir faire son stage à No Life. Et lance les animés manga là. Ouais, et puis on va arrêter là parce que ma life c'est pas très intéressant. Donc tout de suite les animés manga. It's been a long time, old friend. What is big? Premier film réalisé par Peter Ramsey, Rise of the Guardians, ou Les 5 légendes en VF, a été inspiré d'une part du roman The Guardians of Childhood de William Joyce, écrivain et co-réalisateur, et d'autre part du court-métrage The Man in the Moon, scénarisé par le même auteur. It is Pitch. Manny. Le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents et le Marchand de Sable sont les gardiens chargés de protéger l'imaginaire des enfants. L'homme de la lune, qui veille sur l'ensemble, leur révèle que leur monde s'écroule peu à peu depuis le retour de Peach, le croque-mitaine. What? Why? Must be big deal. Manny thinks we need help. Since when do we need help? I wonder who it's gonna be.
un nouveau gardien doit être choisi et l'élu n'est autre que Jack Frost, une légende que les enfants ont oubliée et dont le caractère indomptable ne rassure pas les gardiens. Grâce à sa canne magique, Jack peut commander la glace, le vent et la neige. Mais malgré ses pouvoirs, il n'a aucune connaissance de son passé. Avec l'espoir de renaître dans le cœur des enfants, il décide d'engager le combat avec les autres gardiens. La réalisation des 5 légendes est soignée, les décors sublimes et l'histoire poignante avec des héros défiant les clichés habituels. Il est également rare de voir un vilain si peu manichéen dans un titre grand public, et la peur qu'il inspire ne laissera personne indifférent. D'ailleurs, certaines scènes pourront même surprendre par leur côté sombre et adulte. Mais quel rêve adorable! Et quel délicieux enfant! Regardez-la! Quelle douceur! Elle respire l'espoir, l'émerveillement. Il n'y a qu'une seule chose qui manque. Un soupçon de peur. Je ne m'en lasse pas. Tu sens monter la peur. C'est bien, oui, voilà, oui. Regardez-moi ce joli petit cauchemar. La bande-son, interprétée par l'Orchestre Symphonique de Londres, participe énormément à l'ambiance épique et fantastique de ce récit. Est enfin venu. Who are you, Jack Frost? De fait, le film devrait susciter l'émerveillement même chez les spectateurs les plus blasés. Malgré toutes ses qualités, le titre a été seulement nominé pour les Golden Globes et le Festival international du film de Rome. On regrette qu'il n'ait pas reçu les honneurs dont a bénéficié Le Rebelle de Pixar, long métrage techniquement parfait, mais qui manquait clairement d'âme. This is how you see me, no? Very big, intimidating. Rien à redire sur le casting des voix en VO, avec une note spéciale pour Chris Pine dans le rôle de Jack. La VF est plutôt bonne, si ce n'est pour le personnage de Jack, dont la voix fait trop adulte, et la Fée des Dents, dont le débit de parole est un peu lent. Just jolly. I am also mysterious. Comme c'est toujours le cas pour les films en images de synthèse récents, le portage Blu-ray ne présente aucun défaut. Le film est aussi distribué dans une version 3D que nous n'avons pas pu tester. Les bonus de cette édition Blu-ray plus DVD sont particulièrement riches et proposent un making-of ponctué d'interviews, une interview avec l'auteur original et co-réalisateur du film William Joyce, un reportage sur les comédiens de doublage américains, les commentaires audio du réalisateur et des 2 productrices, quelques bandes annonces des productions DreamWorks et 2 jeux assez dispensables. It is what I was On born. aurait aimé avoir un reportage un peu plus conséquent sur les techniques d'animation utilisées, sujet qui n'est que légèrement abordé dans ce documentaire. Vous l'aurez compris, pour nous à No Life, le film Les 5 légendes est une petite merveille bien trop mal accueillie lors de sa sortie en salle. Pour ceux qui ont vraiment apprécié ce long métrage, sachez qu'il existe également un très bel artbook en anglais qui malheureusement est difficile à trouver en France. A guardian. It is my center. What is yours? Dans le cadre du Salon du Livre 2013, qui s'est déroulé du 22 au 25 mars dernier, nous avons pu croiser un des invités les plus prestigieux de cette année, le mangaka Inoue Takehiko. Il est l'auteur entre autres de Slam Dunk, Reel et bien sûr depuis 98 sur l'archipel, Vagabond, récit librement adapté de la vie du samouraï Miyamoto Musashi. Sa carrière commence quand il gagne le prestigieux prix Tezuka en 1988, ce qui lui permet par la suite d'être pendant quelques temps l'assistant de Hojo Tsukasa, l'auteur de City Hunter. 自分以外の人が書いた漫画の原稿を見たのが初めてだったんですよ、だからすっごい綺麗だなと思って感動しました。もちろん漫画を描くっていうことで言えばもうなんだろう全てがやっぱり知らないことばっかりで、もう僕はいちいちこうやって描くんだこうやって描くんだって本当に他の人の原稿を見たことなかったからもう全部が発見で、極端な話昔はそのコマ枠から線はみ出しちゃいけないと思ってこう書いてたんですよね。こうそしたらそこではバンバンはみ出してるからそれを後から白で消すんですけど、そういうことすら知らなかったから。Après des débuts pleins de fougue, l'auteur semble avoir gagné en sérénité. 初めの頃はやっぱり力が入ってたんでしょうね、きっと。でよく知らないことを書いてるんですよ、やっぱり。歴史も全然詳しくないし、剣のことも詳しくないし、知らないことをなんとか
こう読めるものにしなきゃいけないっていう、力のあるものにしなきゃいけないっていうことですごく自分の力が入ってたと思う。Vagabond, toujours en cours de parution, est un énorme succès. Mais même s'il travaille sur son univers depuis bientôt 15 ans, certains aspects du travail restent parfois difficiles. 特にバガボンドが難しいんですけど、選択肢がたくさんあるっていうことですね。やっぱりスラムダンクの時なんかは若かったっていうのもあるけど、あんまり選択肢がなかった。すごく自分自身も単純な価値観でやってたから、あまり迷うことがなかったんですけど、今はすごく価値観が、自分の中で価値観があれもあるよね、これもそうだよねっていう、こういろんな人の在り方っていうのを認めるというか、いろんな在り方があっていいっていうふうに、なってるのでね、普通大人ってそうじゃないですか。だからその中で何を選択していくのか、このキャラクターは何を選択していくのかっていうのがすごく難しい。あともっと単純なことで難しいのは、今の時代の東京で普通に暮らしている人間がこの時代の人を切るような人間に入っていくっていうことがすごく難しい。On peut se dire que travailler sur un récit d'époque avec une figure historique aussi emblématique que Miyamoto Musashi a dû demander un gros travail de recherche et de documentation. それはね、できてない。やっぱりその専門の人をつけなかったんで、その時代考証っていう意味でそういう人をつけなかった、それにちょっと縛られるのがちょっと怖かったのでつけなかったんですけど、今思えばつけてればよかったかなと思うんだけど、嘘が多いです。ただやっぱり漫画の役割っていうのはそこじゃないと思うので、言い訳するわけじゃないけど歴史の教科書を作るわけじゃないんでね、やっぱり漫画を作る上で漫画の役割っていうのはまた別にあるんじゃないかと思ってる。L'auteur est maintenant reconnu bien sûr chez lui, mais ses œuvres touchent également un public international. Vagabond, par exemple, est traduit dans de nombreuses langues. Prendre conscience de cela doit influencer un minimum sa manière de travailler. 細かい話ですけど、例えば吹き出しってあるでしょ、セリフが入ってるバルーン、あれの形も昔は結構縦長だったりしたんですよ、スラムダンクの頃とか。日本語しか考えてないから。でも翻訳した時ものすごくこう横文字でやるとこうなっちゃうじゃないですか。だからなるべく円に近い形にしようと思ったりね、細かいところだとそういうのありますし。À 46 ans, Inoue Takehiko est donc un artiste apaisé et sûr de lui. Il a su acquérir, tout comme Musashi, une certaine forme de sagesse et la renommée qui va avec. 何かを証明しなきゃいけないっていうこと、自分自身がそういうそのレースの中にいるっていう状態がずっとあって、日本の漫画家の世界っていうのは一種の、レースのようなものがあるから、一部はそうだから。ただ今はその中にはいない、降りたような感じがしますね。旅の人待つ人。Bonjour, moi c'est Lucas, je suis stagiaire chez No Life depuis 3 semaines, stagiaire monteur, donc j'ai fait pas mal de montages qui sont passés à la télévision, j'ai fait des critiques, j'ai fait des news, vous avez peut-être vu Darkstalker passer à l'antenne, c'est moi qui ai fait le montage. Magnifique, super beau vraiment montage, magnifique. J'ai mis 3 jours à le faire, voilà, je pense pas qu'ils vont m'embaucher. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? No Life c'est vachement sympa, c'est des cafés, c'est la bande d'arcade, Street Fighter, tout ça. Non mais je vais pas perdre plus de temps. Temps perdu. Bonjour, mangez bien, c'est bien. Mangez mieux, c'est mieux. Enfin, c'est ce que ma mère m'a toujours dit. Mais aujourd'hui, les produits frais... que faire durant vos heures supplémentaires, bien longtemps perdu quoi. Je vous l'ai déjà dit, je le sais, quand j'étais petit j'aimais bien être malade, rapport aux rêves bizarres et hallucinatoires, aux jours où j'allais pas en cours, tout ça. Je vous ai déjà dit aussi qu'aujourd'hui être malade ça me faisait carrément moins kiffer ma race. Mais vous savez quoi, je suis malade 2 fois par an, alors je me permets aujourd'hui de faire une petite redite, et pas une rediff parce que sinon... Bon bref,
Voilà, je suis donc malade. Et comme n'importe qui travaillant dans le monde merveilleux de l'audiovisuel pas en CDI, je ne connais pas les arrêts maladie. Non. Tel un raid fromage bravant l'adversité et les pas gentils du cosmos, je me dresse face à la maladie et aux microbes pour rendre pas trop en retard mon émission. Par contre, j'ai le cerveau bien dans les chaussettes. Je ne sais pas si je vais réussir à vous expliquer que dans Button x20, il faut faire toujours la même chose, mais pas de la même manière. Enfin plutôt, il faut appuyer sur le gros bouton, là, mais en faisant des trucs et après des bidules. Voilà quoi. Dans Magnetized, eh bien, il y a un gros pixel qui se balade dans des couloirs. Et ça, déjà, c'est peu banal. Ensuite, il y a des gros pixels qui, eux, ne bougent pas, mais sont placés à des endroits stratégiques. Mais s'ils ne bougent pas, ils peuvent devenir magnétiques, d'où le stratégique. Ainsi, ils peuvent attirer le premier gros pixel baladeur, mais qui ne fait pas de musique, ce qui n'est pas forcément plus mal. Du coup, quand le mouse carré, il va se prendre un mur dans la tronche, parce que j'ai dit qu'il se baladait, hein, mais j'ai pas dit qu'il était malin. Donc, quand il va se cogner quelque part, vous cliquez, et hop, magie d'épaule, de la boussole et de la physique pas quantique, ça l'attire. Du coup, encore, vous lui sauvez la vie. Ouais, je sais, c'était pas très clair. En même temps, vous me direz, c'est un peu ma faute. Essayer ce genre de truc quand on a le casque, c'est pas vraiment malin. Non, il vaut mieux que je vous parle d'un truc simple. Tiens, Jim loves Mary. C'est une histoire d'amour. Il est pas plus simple, non? Donc, il y a Jim qui kiffe veugras la Marie, hein, mais bon, ces vieux à la marionnette, eux, ils kiffent pas de Marcelo Jimmy. Alors v'là-t-il pas qu'ils y interdisent de voir la Georginette? Alors forcément le Kevin et la Cramouille, ils essaient de se choper quand même en dedans, et que c'est point facile parce que faut leur bouger le train en même temps. Et v'là-t-il pas que voilà. Oui bon, c'est plus simple, mais peut-être pas encore assez en fait. Alors qu'un chevalier qui trace sa route sur le chemin de la liberté, en filant à toute vitesse, en sautant au-dessus des pièges et en trucidant des strums, ça c'est simple. Sauf que bon, quand on n'est pas au milieu de sa forme, ça fait mal à la tête. Et puis en plus, hein, à chaque niveau ça devient plus dur, et ça va plus vite, et ça fait encore plus mal à la tête, voire au cœur. Du coup, on passe vite fait du simple rhume agrémenté de bronchite à la gastro pas cool. Je reviens. Excusez-moi. Non, en fait, ce qu'il faut, quand on est tout maladou, c'est se reposer la tête. Pour cela, à la télé, rien ne vaut une bonne vieille série allemande avec filtre vert et tout le tintouin. Ça ne raconte rien, il ne se passe rien, vraiment rien. Du coup, la tête, elle va mieux. Par contre, sur le net, si on veut prendre une enquête policière pour faire un peu pareil, ça marche pas. Non. Dans No One Has to Die, on a l'impression que c'est la même chose dans les premières minutes, puis tout à coup, on se retrouve à refaire le jeu, et la physique quantique, encore elle, nous fait remonter le temps. Et là, on découvre qu'en fait, il y a plusieurs fins au jeu, que ça tire les cheveux et donc les neurones, et là, paf, retout baladou. Mais bon, au moins, plusieurs fins, on se dit que finalement, ça ne tombe pas si mal, car après tout, il faudrait voir ne pas oublier que, malade ou pas malade, pour gagner plus, jouer plus. Alors bonjour, moi c'est Florian, je suis stagiaire à No Life montage et cadre. J'ai cadré beaucoup d'interviews de Gears of War, de God of War, de Mangaka et bien d'autres. Et j'ai aussi tourné des émissions de No Life, notamment Extra Life et surtout l'émission qu'on va voir tout de suite, The Place to Be, avec Médoc. Ce sera la mienne, je pense. Ah ouais, effectivement. Quand même. Mais c'est pas facile avec Médoc. Tu m'étonnes. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, tu fais des émissions pour No Life et tu cherches une intro inspirée, pleine d'humour et qui rebondit en même temps sur l'actualité? T'as quoi en ce moment? T'as les manifs pour tous là, mais non, c'est déjà des clowns, donc pas besoin de faire de blagues. T'as quoi d'autre? Ouais, t'as le sexisme dans le milieu du jeu vidéo, mais ça on va garder pour le prochain EXP. Et puis sinon t'as quoi? T'as Boston. Mais alors là, il s'agit de la jouer fin guidon, parce que c'est un petit peu sensible comme sujet. Sans transition, en e-sport. Ouais, non. Et alors pendant que je contacte le service juridique de la chaîne pour savoir dans quelle mesure je suis attaquable, je t'emmène à Cannes, où se déroulait il y a quelques semaines la World Game Cup. À toi Seb. Merci Médoc.
Alors je suis actuellement au Palais des Festivals de Cannes, et oui, le fameux sur la croisette, et je suis à la World Game Cup où il y a de la baston, du fighting. Ça s'insère ce salon dans un salon qui est un petit peu plus grand. Comment ça se passe, dis-nous? C'est le Festival des Jeux, c'est un salon, c'est le plus grand salon européen du jeu de plateau, donc ce qui permet d'avoir énormément de monde à la World Game Cup, hein, et donc beaucoup de visiteurs, beaucoup de spectateurs. Alors le Togeki c'est le gros tournoi au Japon, l'Evo c'est le gros tournoi mondial en Amérique, et en France on a la World Game Cup. Et c'est quoi les jeux phares de cette année? Super Street Fighter 4, arcade édition 2012. On a le King of Fighters 13, donc KOF 13 pour les intimes. Voilà. On a également Soul Calibur 5, qui est Soul Calibur, qui est le jeu fondateur de la World Game Cup, parce que c'est un tournoi qui existe depuis 2004. Et pour finir, on a Ultimate Marvel vs Capcom 3, donc, qui est le jeu, c'est un jeu qu'on avait déjà l'année dernière, et où on a un excellent niveau européen. On est probablement les... oui, on fait presque jeu égal avec les Japonais à ce jeu-là, avec les Américains qui sont très très loin derrière. En tout cas, il y a du beau jeu. Là, on vient de voir un tournoi de KOF 13 par équipe avec la victoire de l'équipe de France Métropolitaine. Et c'était juste incroyable. Merci Aurélien. La World Game Cup à la base c'était juste sur Soul Calibur en fait quand ça a été créé, qui était au début des années 2000 le jeu le plus joué en France. Et oui, Soul Calibur 1 à l'époque. Et petit à petit au fil des années on s'est développé sur tous les jeux pour devenir aujourd'hui sans doute la plus grosse compète en Europe, tout simplement. Pour l'instant ça se passe très bien, donc on croise les doigts. Il n'y a pas trop de retard, les gens sont contents, tout se déroule parfaitement. Voilà, faut juste que ça finisse pareil. Et moi, alors, c'est la première fois que je viens à la World Game Cup et je vois quand même qu'il y a un sacré level. Bah, ça dépend des jeux, mais cette année, on a beaucoup de japonais, de joueurs japonais, champions du monde de Soul 5, quasiment les meilleurs joueurs, Mago, Tokido à Street Fighter 4. On a aussi Gamerby à Street 4. On a le champion, le champion du monde à King of Fighter 13, Matkov qui a gagné l'Evo. Voilà, on a les meilleurs joueurs du monde qui sont ici et ça fait plaisir. Merci Seb. Alors cette semaine, j'ai noté qu'un seul rendez-vous pour le week-end du 20 et 21 avril. Et c'est le cartooniste à Nice qui fête ses 20 ans cette année, avec les invités de prestige, les concours et même le staff de No Life, qui tentera de tenir au courant de ce qui s'y passe durant tout le week-end, avec les Davy, les Alex et tout. Donc vas-y, ça fera plaisir à tout le monde. C'est tout ce que j'ai. Comme d'hab, t'hésites pas à me prévenir si t'as un event qui se déroule dans ta région. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour faire les aventures. Bonjour, moi c'est Thibaut, je suis stagiaire chez No Life depuis 3 semaines. Je fais les nettoyages de voix off, les enregistrements de voix off. Donc ça se passe super bien chez No Life, en tout cas je pense qu'on peut tous dire. Oui, c'est cool, carrément. L'happy hour se passe très bien. Ouais, toujours. Enfin, t'es souvent sur la bande d'arcade plutôt que. Ouais, ça bosse beaucoup les quarts de cercle en fait. Ouais, bosse beaucoup Street Fighter. Ouais, ok. Bon, maintenant. Pas beaucoup de résultats. Et maintenant, les oubliés de la préhistoire. Mes chers enfants, depuis le début de l'année, vous avez compris que les jeux que nous traitons dans ce cours sont des jeux qui, en plus du fait d'être oubliés, m'ont aussi personnellement marqué. Et parfois, c'est dans le mauvais sens du terme. Oui, Vita ? Eh bien, le jeu dont je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle The Tower of Druaga, et il fait justement partie de ces productions que je déteste le plus. Pour vous faire une confidence, je veux bien avaler 2 kilos de wasabi plutôt que de passer une demi-heure avec ce titre, c'est dire. Pourtant, j'admets volontiers que sa contribution pour la culture du jeu vidéo est immense, et vous allez comprendre. The Tower of Druaga est sorti en 1984 dans les salles d'arcade. Au Japon, c'est un jeu culte, ayant fortement marqué l'histoire locale du jeu vidéo. Chez nous, en revanche, il est méconnu lorsqu'il n'est tout simplement pas méprisé.
De nos jours, il existe certes un animé et un MMORPG du même nom, et assez sympa, mais l'œuvre d'origine fait encore aujourd'hui débat dans les milieux du rétro gaming occidental. En fait, vous incarnez Gilgamesh devant sauver la princesse Kai, retenue prisonnière par le démon Druaga en haut d'une tour de 60 étages. Pour l'anecdote, l'auteur voulait créer au départ 256 étages, mais il a finalement baissé à 60. 60 parce que c'était moins compliqué, mais également parce qu'il voulait faire aussi haut que le plus grand building du Tokyo d'alors, le célèbre immeuble Sunshine 60 du quartier d'Ikebukuro. Chaque niveau est un labyrinthe peuplé de monstres que vous devez parcourir jusqu'à récupérer la clé menant à l'étage supérieur. Votre héros dispose au départ d'une épée et d'un bouclier pour attaquer et se défendre, mais son équipement est amené à évoluer. Oui 3DS ? En fait, si le concept a l'air assez banal a priori, il faut malgré tout rendre à Namco ce qui est à Namco. Ce Tower of Druaga est en réalité l'un des tout premiers RPG de l'histoire du jeu vidéo japonais. Il est même le premier RPG à être développé pour les salles d'arcade. En effet, The Tower of Druaga joue à fond la carte de l'évolution du héros. Si vous espérez arriver au sommet de l'immense tour, vous n'aurez d'autre choix que de vous renforcer avec des dizaines d'objets. Mais avant d'enfiler les bottes de vitesse, les boucliers métalliques ou encore d'utiliser les pioches permettant de casser des murs, il vous faudra d'abord les trouver. La cinquantaine de trésors de Level Up sont en effet super bien planqués dans des coffres. Et croyez-moi, les faire apparaître ne sera pas de tout repos. Oui Xbox. En fait, si je n'ai pas du tout aimé ce jeu, c'est parce que je le trouve extrêmement frustrant. Gilgamesh est faible et j'ai beau être bourguignon, parcourir les immenses labyrinthes à la vitesse d'un escargot, ça m'a vite gonflé. Comment ? Oui, Gilgamesh peut évidemment gagner en vitesse en trouvant certains objets, mais là encore, j'avoue que la chasse au trésor de ce jeu m'a complètement découragé. Mais je vais vous dire pourquoi. On doit The Tower of Druaga au célèbre Endo Masanobu, le créateur de Xevious. Xevious est un vieux shoot'em up qui a beaucoup marqué les Japonais pour, entre autres, ses bonus cachés dans les décors. Avec ce jeu, on a alors vu naître au Japon une véritable folie pour la chasse de secrets dans les salles d'arcade. Du coup, pour son œuvre suivante, Endo-san voulait pousser le concept des secrets beaucoup plus loin. Mais dans The Tower of Druaga, il a carrément perdu toute raison. En effet, pour faire apparaître les trésors à l'écran, vous devrez remplir des conditions extrêmement particulières et que vous devrez deviner par vous-même. Parce que le jeu ne vous donne strictement aucun indice. Et ça va du secret le plus simple au plus tordu. Par exemple, éliminer tous les ennemis, marcher à tel ou tel endroit, ou encore donner 2 coups d'épée avant d'avoir fait le premier pas. Appuyer sur le bouton Start de la borne à un moment bien précis, réaliser 3 fois de suite une combinaison complexe avec le joystick, attendre que le timer soit à tel chiffre avant de tuer un ennemi spécifique, etc. Bref, il n'y a strictement aucune logique, et parfois certains coffres vous tuent. De l'aveu d'Endo-san, terminer seul son jeu relève du miracle pur et simple. Car oui, j'avais oublié de vous dire, pour espérer battre Druaga au 60e étage, vous devrez avoir récupéré tous les coffres et tous les objets du jeu. Sinon, impossible de terminer le jeu. Bref, autant demander à ma grand-mère de danser une moonwalk en chaussures de ski plutôt que d'espérer venir à bout de The Tower of Druaga. Oui, PS3. Très bonne question. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi cette borne, qui utilisait déjà à l'époque un hardware dépassé, a malgré tout acquis le statut de jeu culte au Japon. C'est avec des jeux comme The Tower of Druaga que l'on prend véritablement conscience des différences culturelles dans la pratique du jeu vidéo. Alors qu'en Occident, la borne n'est même pas sortie, certainement pour éviter de faire grimper le taux de suicide par dépression nerveuse, au Japon, elle a provoqué un formidable élan de solidarité. Des dizaines de milliers de joueurs se sont étrangement passionnés pour ces défis, et c'était à celui qui parviendra à trouver en premier le moyen de faire apparaître de nouveaux coffres cachés. Du coup, certains joueurs ont eu l'idée géniale d'apporter des cahiers vierges dans les salles et de noter toutes leurs observations à l'intérieur. Ensuite, ils laissaient ces cahiers sur la borne, de façon à ce que les chasseurs suivants puissent faire de même. Et si quelqu'un parvenait à trouver d'autres astuces, il les consignait à l'intérieur pour aider la communauté à boucler ce jeu considéré comme impossible. Et c'est ainsi que des Japonais, bien avant les forums de Solus sur internet, sont parvenus à délivrer la princesse Kai en communiquant d'une façon assez originale. L'engouement autour des mystères de The Tower of Druaga était tel qu'il a ainsi donné naissance à la fameuse culture des cahiers de communication dans toutes les salles d'arcade japonaises. D'ailleurs, cette pratique existe toujours, même si aujourd'hui, elle sert surtout à coller des autocollants réalisés dans les photomatons Polycolor. Vous voyez mes enfants, j'ai beau détester ce jeu, je comprends parfaitement pourquoi il est devenu culte auprès des joueurs japonais. Et peut-être que si j'avais eu la chance de vivre cette période un peu folle là-bas, il ferait partie de mes titres favoris. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'avais pensé vous demander de terminer The Tower of Druaga en entier et sans aide d'internet pour la semaine prochaine, mais je pense qu'avec de tels devoirs, le proviseur Ruchet m'aurait licencié direct. Alors vous vous contenterez déjà de me finir le niveau 1. Et déjà, bon courage, parce que moi, la lenteur du perso me donne envie d'éteindre la borne avant même d'avoir terminé la moitié du niveau.
Et ben voilà, ce 120% est terminé. Oh là là. Eh oui, c'est triste. Bon bah du coup moi c'était Thibaut aussi, je suis le petit nouveau, ça fait 2 semaines que je suis là, je suis encore là un mois. Tu t'appelles Thibaut ? Et ouais, je m'appelle Thibaut aussi quoi. Oh là là, la révélation. Je suis encore là un petit mois du coup, pareil dans le montage. Et bah ça nous a fait super plaisir de présenter ce 101%. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. J'espère qu'on va battre celui de Davy. À mon avis, on fera plus de vues que Davy. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Ciao.